Top, ok. Bah écoutez, vous êtes à peu près au complet? À peu près? Ou ouais? Ok, ça marche. Très bien. Donc vous êtes tous en D2 là, normalement, c'est ça? Non? Ah bon? Mais c'est un groupe de D2, non? Ah, ok. Ok, parce que moi, comme c'était groupe D2, enfin, je sais pas si j'en ai eu l'année dernière. Non? Personne m'a vu l'année dernière? C'est parfait, comme ça. Non, parce que le problème, c'est que si vous aviez l'année dernière, là, comme c'est D2, je fais la même que ceux que vous avez l'année dernière, quoi. Donc, mais si c'est pas le cas et que vous n'étiez pas l'année dernière, c'est parfait. Donc, qui en D2, qui en D3, juste pour le. D2, c'est toute seule? Ah oui, ok. Bon, bah, très bien. Et donc, le reste des 3, il n'y a pas de D4 forcément, du coup. Mais voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, moi, je m'appelle Thibaut, je suis interne de cardio à Paris. J'en ai croisé, du coup, certains à Mondor. Là, je suis à Mondor en ce moment, donc on va éventuellement pouvoir se croiser. Il y a 3 conférences de cardio stage vasculaire qu'on fait pendant l'année. Moi, je fais conf sur coronaropathie, insuffisance cardiaque. Louis fait la deuxième conf, surtout rythmologie, d'accord, rythmologie et valve. Et Nathan fait la troisième conf où ça va surtout de la vasculaire, d'accord. Donc toutes les matières que vous aimez bien, l'AOMI, l'insuffisance veineuse, tout ça, tout ça. Ok. L'idée, c'est que moi, je considère que l'ECN qui tombe, c'est vraiment la base, globalement. La vraie difficulté de l'EDN, c'est qu'en fait, il tape sur tous les items possibles et imaginables. Donc, il faut être aussi à l'aise sur de la génétique que sur de l'HTA. D'accord. Mais comme c'est des tout petits DP qui vont en tout cas, maximum à 8 questions et rarement au-delà de 4 questions, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas aller très loin dans les détails. Donc, en fait, la vraie difficulté, c'est de bien maîtriser en globalité les items. Ok. Donc, ça va être l'objectif du jour. Pour les questions, n'hésitez pas à les poser. Il faut que tout soit clair à la fin de la conf. D'accord. J'ai des petites diapos où c'est écrit questions en gros, parce que globalement, on fait le dossier progressif. Ensuite, je fais le rappel de cours. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la garder, vous la mettez sur une petite feuille. J'y réponds probablement pendant la conf, mais si jamais je n'y réponds pas, vous posez votre question au moment opportun et on répond. L'idée, c'est que voilà, il n'y a pas de pression, on est entre nous, on ne se juge pas. Ok. On démarre. Est-ce que vous avez pu préparer les dossiers ou pas? Non? Certains? Ok. Moi, je vous conseille de les préparer le plus que vous pouvez, parce que c'est fait un entraînement, gratos. Et en plus, l'idée, c'est que quand on fait la conf, souvent, on corrige le dossier progressif. Donc, quand vous savez de quoi ça parle, généralement, vous suivez un petit peu mieux et du coup, vous pouvez plus capter les informations qui vous intéressent. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir enchaîner. Je fais toujours un petit rappel un peu de généralité de méthodologie pour vous dire que la cardiologie à l'EDN, c'est évidemment une matière qui est importante, même si finalement ça tombe de moins en moins. Mais vous voyez quand même qu'il y a des redondances dans les sujets qui tombent. On voit quand même pas mal de vasculaire. Donc l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs à impérativement maîtriser sur le bout des doigts. D'accord. C'est Nathan qui vous en parlera dans sa conf. Pareil, les valvulopathies, ça tombe régulièrement. D'accord. Valvulopathie, syndrome coronarien aigu, etc. etc. Okay. Il y a pas mal d'examens complémentaires et de sémiologie, mine de rien. Donc ça, c'est des compétences qu'ils aiment bien évaluer à l'EDN de plus en plus, vous allez le voir. La transversalité en cardiologie, c'était valable quand il y avait 15 questions. Là, honnêtement, sur 4 questions, ça va rarement être transversal de la cardiologie. Okay. Globalement, pour bosser l'EDN en cardiovasculaire, il y a 2 collèges. Le collège de cardio que vous connaissez tous. Ça, c'est vraiment un collège que je trouve sous-coté, parce que globalement, personne ne l'ouvre. Alors que, en fait, c'est médecine vasculaire, chirurgie vasculaire, comme son nom l'indique. L'idée, c'est d'aller là-dedans faire les items surtout AOMI, insuffisance veineuse, ischémie du membre inférieur, anévrisme, etc. C'est super bien fait. Et en plus, globalement, quand il y a une AOMI, une histoire d'insuffisance veineuse, c'est pas les cardiologues qui prennent en charge de manière générale, c'est plutôt les médecins vasculaires ou les chirurgiens vasculaires. D'accord. Donc ça fait plus sens de le voir dans ces collèges-là. Ok. Donc pour ces items-là, vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce collège-là, il est vraiment sous-coté, il vaut vraiment le coup. Ensuite, par rapport un petit peu toujours à de la méthodologie, donc vous savez maintenant qu'il y a la réarchivation des connaissances, différentes manières de poser les questions, mais la question surtout c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça. Est-ce que c'est juste pour vous embêter ou est-ce qu'il y a une raison derrière? On va refaire un petit peu d'histoire. Vous savez peut-être pas, mais en gros, avant 2016, le CN c'était du rédactionnel. Okay. Donc c'était des curocs, papier, et donc c'est des corrections visuelles. Depuis 2016, c'est ECN informatisé, donc des QCM. Et ils se sont dit, les QCM, c'est quand même vachement plus simple que rédactionnel, parce que globalement, la réponse est toujours devant leurs yeux. D'accord. Donc ils se sont dit, on va faire tomber que des sujets complètement difficiles, on va taper dans tous les coins possibles.
Donc si jamais on vous dit que le néphroblastome de l'enfant s'est tombé à l'EDN, bah, globalement c'est 2016-2017, que l'encéphalite à NDMA s'est tombé, pareil, c'est sur ces données-là. D'accord. Et en fait, ça a été qualifié a posteriori d'un fiasco pédagogique par les étudiants et par même le conseil scientifique de médecine qui rédige le sujet, parce que les étudiants se disaient, bah, en fait, moi je vais être interrogé du coup sur des pathologies que je ne vais jamais voir en pratique clinique, ça n'a aucun sens, ce qui n'est pas faux. Donc depuis 2018, il y a eu élection d'un nouveau conseil scientifique de médecine, c'est ceux qui rédigent l'EDN, et ils ont vraiment complètement changé l'état d'esprit du Congo, et c'est ça que je veux que vous compreniez. Ça tient en 3 points. D'abord, c'est l'importance de la sémiologie. Là, j'ai mis 23% des questions en 2022. En 2023, c'était 30% des questions. 30% des questions à l'EDN, c'est de la sémiologie. D'accord. Donc, c'est bien plus important de connaître sa sémiologie sur le bout des doigts que le traitement de troisième intention de la polyarthrite rhumatoïde. Ok. Et souvent, on fait l'inverse. Souvent, quand on arrive, quand on est 2, D3, qu'on est externe, on voit les collèges, on apprend à traiter les pathologies, on se dit, ouais, trop stylé, je sais tout traiter. Non, revenez à la base, la sémiologie, l'anat, la physiopathe, etc., etc. Ok. Ensuite, les connaissances contextualisées qui sont beaucoup plus privilégiées au bachotage pur et simple. Pour vous donner un exemple un petit peu parlant, l'épreuve des QI, quand elle existait, globalement, c'était 120 QI à faire sur 3 heures. 2016-2017, c'était que du par cœur. Donc, question, c'est vous saviez, vous saviez pas. Que des énoncés très courts, que du par cœur. Donc, globalement, le premier qui finissait les questions, il finissait en 1h45. Depuis 2018, on est plutôt aux alentours de 2h15, 2h30. D'accord. Parce que ça va être des énoncés beaucoup plus longs, avec un gros contexte clinique, où vous, derrière, vous devez faire la synthèse. Et d'ailleurs, on va vous demander quels sont les 2 examens complémentaires les plus pertinents, quels sont les 2 diagnostics les plus probables, etc. etc. D'accord. C'est beaucoup plus vie réelle parce qu'en fait, quand vous êtes appelé, quand vous êtes interne de garde dans les étages et que vous êtes appelé par l'infirmière de nuit pour un tel problème, elle va vous raconter toute la vie du patient et l'idée, c'est d'arriver à faire la synthèse pour retenir des informations qui sont importantes. Ok. Donc voilà pourquoi ils font ça. Donc finalement, la R2C, avec le fait qu'il y ait l'hierarchisation des connaissances, le fait qu'il pose des questions un petit peu différemment pour privilégier la réflexion, ça s'inscrit complètement dans ce changement d'état d'esprit qui existe déjà depuis 2018. D'accord. Il n'y a pas une rupture complète d'état d'esprit. Voilà. Programme de la conférence, ça, donc sans évidemment les thèmes de vasculaire dont Nathan va vous parler, et on va pouvoir débuter. Est-ce que vous avez des questions ou pas sur la méthode ou non? On commence avec un DB, bon, je vais spoiler un peu le diagnostic. Donc vous avez un patient de 64 ans qui consulte pour une douleur thoracique, un patient qui, on le repère tout de suite, a des facteurs de risque cardiovasculaires, il a une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, il fume. D'accord. Donc ça, c'est bien important à bien repérer. Les antécédents familiaux, c'était un leurre. Honnêtement, il n'y a pas tellement d'intérêt sur ces antécédents familiaux-là. Et il a eu une douleur thoracique qu'il décrit comme intense, diffuse, sans irradiation il y a environ 2 heures, alors qu'il était tranquillement assis, et il persiste un fond douloureux qui l'a motivé à consulter. L'examen clinique, il n'y a pas grand-chose à part les râles bronchiques. D'accord. Voilà, c'est énoncé. Première question ici de sémiologie. Alors moi, j'interroge tout le monde. Je fais dans l'ordre, comme ça met un petit peu de suspense, mais il n'y a pas de jugement. Ok, c'est vraiment, vous dites ce que vous pensez, on en discute. Il y a des questions qui sont plus ou moins ambiguës, donc il y a largement place à la discussion. Ok. Donc si on commence du coup par toi au premier rang, qu'est-ce que tu en penses? On reprend l'interrogatoire. Le patient décrit la douleur comme médiothoracique constrictive, n'irradiant pas dans le bras gauche ou dans la mâchoire, non motivé par l'inspiration profonde, et il a eu des sueurs profuses. Pour toi, quelles sont les caractéristiques parmi celles citées dans le QCM qui sont évocatrices d'une douleur d'origine coronarienne, un syndrome coronarien aigu? Constrictive. Ok. Médiothoracique. Ok. Elle est peu modifiée par l'inspiration profonde. Alors effectivement, du coup, le fait que la modification par l'inspiration, c'est pas évocateur. Oui, voilà, c'est ça. Ok, on est d'accord. Et les sueurs. Ouais, sueur. Qui aurait coché sueur aussi ou pas? Ouais, on coche sueur. Je vais vous montrer après. Typique. Alors si, on va voir juste après. Donc ici, question numéro 2. À toi juste du coup. Patient qui a une douleur thoracique. Un ECG. Ok. On va parler rapidement de la douleur thoracique, juste pour parler un petit peu simplement. Ce qui fait mal dans le thorax, c'est pas le poumon, c'est pas les bronches. D'accord. Donc une pneumonie ou une bronchite, ça fait pas de douleur thoracique, en théorie. D'accord. Ce qui fait mal dans le poumon, c'est le cœur, les gros vaisseaux, la plèvre, la paroi. D'accord. Donc si une pneumonie entraîne une douleur thoracique, c'est qu'en fait, il y a un épanchement pleural parapneumonique. Effectivement, si la plèvre est atteinte, là, il peut y avoir une douleur thoracique. Mais une pneumonie simple sans épanchement pleural, pas de douleur thoracique en théorie. Ok. Et donc ça considéré comme une urgence, à cause du contraire. Vous savez qu'il faut éliminer les urgences cardiovasculaires, c'est le pied avec péricardite, infarctus, embolie pulmonaire, dissection aortique. C'est des urgences cardiovasculaires. D'accord. C'est pas les urgences de manière générale. Un pneumothorax, ça fait des douleurs thoraciques, c'est quand même plus urgent qu'une péricardite. D'accord.
La douleur coronarienne, je vous mets ça rapidement, on va en parler juste après sur un petit tableau qui est dans le collège et qu'il faut impérativement connaître. Ce sur quoi je veux insister, c'est pour vous, quels sont les 2 examens complémentaires à faire devant une douleur thoracique? ECG, pas de tropo. Radio de thorax, très bien. Pas de tropo à l'aveugle, s'il vous plaît. Okay, on a trop d'appels à des heures tardives la nuit en musique pour des tropos faits pour des raisons un petit peu bizarres. ECG, radio de thorax, après on réfléchit. Ok? Donc on a cet ECG qui nous est présenté. À ton tour, dis-moi ce que tu en penses. Alors, la fréquence. Est-ce que je fais tout? Vas-y, fais comme. Okay. La fréquence, elle est normale, à peu près de 100 battements par minute. Le rythme, il est sinusal. Elle est normale sur la fréquence? Ouais, non, elle est accélérée, mais je vois pas bien en fait les cartes. Alors, pas très bien, effectivement, il est un peu tachycarde. Okay. Je vous rappelle, fréquence cardiaque de méthode. On prend le nombre de grands carreaux entre 2 QRS, on divise ce nombre-là par 300. D'accord? Donc là, on est à un peu plus de 2 grands carreaux, on divise 300 par un peu plus de 2, ça fait un peu moins de 150. Donc 120, 130. Deuxième méthode encore plus simple. Quand vous avez un D2 long en bas, un D2 long, ça dure combien de temps? 10 secondes. Ok? Généralement, c'est la dérivation qui va faire toute la feuille là, comme ça. Donc si vous comptez le nombre de QRS qu'il y a sur 10 secondes, comment vous déduisez le nombre de QRS par minute? Fois 6. Ok? Beaucoup plus simple, je trouve, comme méthode. Quand on a un D2 long, c'est plus rapide. Ok? Donc tachycarde. Ensuite, est-ce que c'est un rythme qui est... Il y a une onde P, donc il est sinusal. Alors, est-ce que c'est juste le fait qu'il y ait une onde P qui est sinusal? Il y a une onde P devant un QRS. Voilà, il y a une onde P avant chaque QRS et chaque onde P est suivie d'un QRS. Ouais. Ok? Très bien. Quoi d'autre? Alors l'axe en D. Alors l'axe, il est un petit peu difficile, parce que je vous rappelle que pour l'axe, on prend D1